bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur un électorat très convoité, ce que l'on appelle la France périphérique. Tous les candidats cherchent à capter ce vote populaire en vue de 2017. Mais comment toucher celles et ceux qui subissent la mondialisation et se sentent relégués? C'est le grand débat à suivre. Et puis, un duel événement ce soir sur Public Sénat avec la confrontation des deux finalistes au bâtonnat de Paris. L'un des deux candidats occupera ce poste très symbolique après avoir été élu par les quelques 30 000 avocats parisiens. Les questions de justice, l'avenir de cette institution, le rapport avec les citoyens, tous ces sujets seront au cœur de ce match des idées spécial tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Le hashtag OVPL pour vos réactions, questions. Et avant d'accueillir mes premiers invités, tout de suite le tour d'horizon de l'actualité du jour. Un nouveau patron à la tête des Républicains. Bernard Accoyer devient secrétaire général du parti. Laurent Wauquiez, qui assurait l'intérim, obtient le poste de premier vice-président. Toutes les tendances sont représentées dans le nouvel organigramme, mais les postes stratégiques reviennent à des fillonistes. L'organisation du mouvement se fait autour de François Fillon. Il m'a demandé de présider le comité politique qui va réunir les présidents de groupe et toutes celles et tous ceux qui ont été candidats à cette primaire et qui souhaitaient soit être candidats, soit être représentés. À droite. La majorité sénatoriale autour de François Fillon. Le vainqueur de la primaire a réuni ses troupes au Sénat pour tourner la page de l'élection et préparer les prochaines échéances. Mais très rassembleur, tout le monde aura sa place, voilà. Des mots d'amitié, des mots de remerciement et des mots de rassemblement. Voilà, il est ouvert à tout, mais dit-il, il ne changera pas son programme. Au Sénat. Nous quittons la salle et nous reviendrons jeudi. Un geste du groupe socialiste pour protester contre l'attitude de la majorité au Sénat qui bloque le vote du budget. La droite sénatoriale a choisi, pour des raisons préélectorales, pour des raisons post-primaires, de ne pas établir un contre-budget, de ne même pas étudier le budget de la nation. Or, le premier acte d'un parlementaire, c'est d'étudier et de voter le budget de la France. La droite et le centre ont voté une motion en commission pour rejeter le budget sans discussion préalable. En réponse, les élus socialistes jettent au sol le projet de loi de finances, devenu inutile. Manuel Valls. Il n'y a pas de crise institutionnelle, parce que de toute façon, ma conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Il n'y a pas de crise institutionnelle, Monsieur Jacob, parce que je suis là pour critiquer le projet de François Fillon, parce que je suis là aussi avec tous ceux aujourd'hui dans la majorité pour défendre un projet pour la France. Le chiffre du jour. Les Français, derniers de la classe en mathématiques. Selon l'enquête internationale TIMSS, les élèves de CM1 arrivent à la 22e place européenne et 13% des élèves n'ont pas les connaissances élémentaires dans cette matière. La ministre de l'Éducation nationale a réagi. Najat Vallaud-Belkacem rejette la faute sur la réforme de la formation des maîtres, une mesure prise quand François Fillon était encore Premier ministre. Terrorisme. Salah Abdeslam refuse de parler au juge. Le seul survivant des commandos du 13 novembre a gardé le silence face au juge antiterroriste. C'est la 4e fois qu'il est convoqué et refuse de s'exprimer. Il n'avait pas sollicité la présence d'un avocat. Salah Abdeslam est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis sous un régime spécial d'isolement et de vidéosurveillance. Et dans l'actualité, la droite est en pleine réorganisation. François Fillon pense bien évidemment à l'après. Mais le chemin est encore long et incertain car il y a un électorat qui va jouer un rôle majeur en 2017, ce que l'on appelle la France périphérique. Tous les candidats cherchent à capter ce vote populaire. On va en parler avec nos invités ce soir. Hélène Pilichowski, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste politique, éditorialiste. À vos côtés, Éric Fotorino, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Directeur et cofondateur de l'hebdomadaire Le 1. Avec nous également Karl Meus, bienvenue et bonsoir. Merci, bonsoir. Rédacteur en chef au Figaro Magazine et auteur du livre François Hollande, le président du temps perdu, aux éditions Stock. À vos côtés, Xavier Alberti, bonsoir. Bonsoir. Entrepreneur, et vous êtes à l'origine du mouvement issu de la société civile La Transition pour une primaire citoyenne. Alors, madame, messieurs,
Avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir avec un peu plus de recul aujourd'hui désormais sur l'électorat qui est allé voter dimanche. C'est une sociologie électorale avec Géraldine Bavoilo. Ils sont presque 3 millions à s'être déplacés pour glisser un bulletin François Fillon dans l'urne. Le profil type de l'électeur de cette primaire de la droite et du centre, un homme de plus de 65 ans, catégorie socio-professionnelle supérieure, issu des départements plutôt urbains et aisés. Voici les 10 départements qui ont le plus voté. Par exemple, l'ouest de l'Île-de-France où il y a eu entre 25 et 36% de participation. A contrario, voici les 10 départements qui ont le moins voté. Seulement 2 à 3% de la population s'est déplacée aux urnes, comme dans le Nord, ou le Pas-de-Calais ou la Moselle. Les départements qui comptent le plus de classes populaires sont donc ceux qui se sont le moins exprimés. Et plus le niveau de vie est élevé, plus le taux de participation est élevé. L'ancien Premier ministre devra convaincre les plus modestes pour contrer le Front National qui espère bien récupérer ce vote populaire. Voilà, et on va parler dans quelques instants de cet électorat qui s'est déplacé et plutôt de celui qui ne s'est pas déplacé dimanche. Mais d'abord, Éric Fotorino, depuis la victoire dimanche de François Fillon, il y a 2 thèses pour expliquer un tel succès. Pour les uns, l'explication est à trouver dans le programme de François Fillon. Ceux qui sont allés voter acceptent la notion d'effort. Et pour les autres, ça n'a rien à voir avec le programme. C'est une question de besoin d'autorité, de restaurer la présidentialité qu'il incarne. Vous savez, penchez pour quelle thèse? La réponse est le malheur de la question, comme disait Romain Gary. Je veux dire par là que c'est un peu des deux. Ce serait trop simple de dire c'est pas du tout le programme. Si, il y a bien sûr des éléments du programme, et ce qu'on voit dans les éléments du programme est porté évidemment par la personnalité, c'est-à-dire par l'incarnation de François Fillon, c'est-à-dire l'idée pour les électeurs qui va vraiment faire quelque chose. Pourquoi il dit 500 000 fonctionnaires en moins et pas 300 000 comme disait Nicolas Sarkozy? Pourquoi il parle des 39 heures? Pourquoi il parle de tous ces, de l'impôt, de la tranche d'impôt, etc. C'est parce que, de façon presque subliminale, les électeurs se disent « Ah, il a l'intention de faire quelque chose ». Donc je pense que bien sûr que c'est le programme, mais c'est aussi la voix qu'il porte. Et c'est une voix qui a porté. Et que d'ailleurs, c'est ça qui a surpris tout le monde. Parce que jusqu'à présent, la voix de Fillon, elle ne portait pas. Le visage de Fillon n'imprimait pas. C'était Monsieur Nobody, c'était tout ça. Et là, tout d'un coup... Parce que aussi, vous savez, c'est toujours relatif. Il a fait une bonne campagne aussi parce que Juppé en a fait une... C'est pas tant qu'elle était mauvaise, mais à se fixer, se polariser sur ce duel avec Sarkozy, il en a oublié que l'anti-sarkozisme ne suffisait pas à cristalliser les électeurs. Il voulait... C'était la primaire de droite, il fallait être à droite. Et Fillon, à la fois dans son austérité habituelle, dans son incarnation et dans son programme, était l'électeur de droite, était le candidat de la droite du moment. Mais si je vous pose cette question, Hélène Pilichowski, c'est parce que ce matin, dans Le Parisien, Patrick Buisson, qui a été le conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy, et depuis il a évidemment rompu, il a dit ceci: croire que Fillon a été élu sur son programme économique est un vrai contresens. La France sénatoriale et provinciale de François Fillon n'est pas la France en souffrance des catégories populaires qui ne sont pas allées voter. Ils ne sont pas allés pour le programme, en fait. Ils sont allés en recherche d'un besoin d'autorité, ceux qui sont allés voter. Est-ce que vous pensez comme cela? Écoutez, Patrick Buisson n'est pas mon votre référence, mon maître à penser, ni même mon exégète préféré de la pensée politique de la droite. Non, pas du tout. Non, parce que j'aime pas beaucoup le personnage. Enfin bon, voilà. Mais est-ce que son analyse est juste? Pas tout à lui reprocher beaucoup de choses, non, mais son analyse. On peut se demander s'il veut encore jouer de son pouvoir de nuisance quand il dit ça, si vous voulez. Un peu, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très amer, selon toute évidence. Alors, pour montrer que finalement, François Fillon incarne une espèce de droite réactionnaire, si vous voulez, comme on dit maintenant, des retraités aisés, d'une vieille bourgeoisie conservatrice. Donc, pour donner une image assez finalement désagréable, pas très sympathique, si vous voulez, de son électorat. D'ailleurs, moi, je suis un peu... pas lassé, mais un peu agacé, disons, par l'interprétation qu'on donne constamment, les études qui sont faites constamment sur ceux qui sont allés voter donc aux 2 tours. C'est peut-être pas tout à fait forcément les mêmes d'ailleurs. Les choses ont pu bouger. Moi, j'ai vu des jeunes, si vous voulez, je vois beaucoup de jeunes dans mon entourage qui étaient de gauche, qui ont dit vouloir aller voter au 2e tour parce qu'ils voulaient faire barrage à François Fillon qui jugeait entre guillemets réac, c'est pas possible, homophobe, le mariage poussé. Vous savez comme sont les jeunes maintenant, toutes ces mesures qu'ils considèrent comme des progrès en disant mais c'est
c'est un grand pas en arrière qui va nous faire faire. Les jeunes ne pensent pas pareil. Je pense aux bobos en particulier. J'ai eu des bobos qui m'ont dit ça et je me suis dit tiens. Et quand j'ai vu justement qu'il y avait cette accélération de la participation, je me suis dit c'est étrange. Soit on veut conforter François Fillon et bon, tant mieux pour lui si vous voulez. Soit au contraire, il y a une vague de méfiance si vous voulez par rapport à son programme annoncé et c'est peut-être pas très de bon augure pour lui. Donc bon, tout le monde connaît l'explication aujourd'hui quand même, le résultat. Mais justement, non mais je reste sur ce que vous dites par rapport à ceux qui sont allés voter. Est-ce que Karl Meunier, ça voudrait dire que pour cette primaire, il y a eu 4 millions de votants, mais ça ne dit rien, vraiment rien, des 20 millions d'électeurs de la France périphérique qui feront l'élection présidentielle en vue de 2017 ? Oui, mais à ce moment-là, il y a eu 2 900 000 votants en 2011 dans la primaire socialiste et à la fin, François Hollande a gagné. C'est normal, une primaire, ça s'adresse à son camp. Donc ne viennent voter, et c'est en ça qu'Éric Fotorino a raison, c'est que François Fillon ne s'est pas trompé d'électorat ciblé. Alain Juppé parlait à la gauche et au centre, alors qu'il fallait parler à la droite. Nicolas Sarkozy, lui, parlait justement à un électorat populaire, et comme le dit Patrick Buisson, cet électorat populaire-là n'est pas venu. Il ne s'est pas trompé, mais c'est pour la suite un défi pour élargir la base. Voilà, parce qu'on est déjà dans l'après maintenant. C'est la thèse de Patrick Buisson, c'est qu'une élection se gagne au peuple. Et je pense que François Fillon le sait également. Ce qu'il va devoir faire pour élargir sa base électorale, c'est montrer que son programme, loin d'être la purge qui est dénoncée par ses adversaires, a une cohérence. Il va falloir qu'il montre que quand il dit qu'il faut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, c'est pas uniquement parce qu'il n'aime pas les fonctionnaires et parce que c'est pas son électorat et donc il veut les cibler. Non, c'est parce que la dépense publique est trop forte et qu'un pays aujourd'hui qui a une dépense publique qui est trop élevée à plus de 57% du PIB, ça ne peut pas fonctionner. C'est toute cette articulation-là qu'il va devoir faire maintenant et c'est l'enjeu des mois à venir. Parce que s'il se laisse enfermer dans la caricature que font aujourd'hui, on les entend, Henri Guénaud, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et notamment la gauche, il n'arrivera pas à avoir un électorat populaire qui se dira « Oh là là, mais pourquoi venir voter pour lui ?» En revanche, s'il arrive à démontrer que tout son programme a une cohérence, notamment pour faire baisser le chômage, pour réduire la dette et réduire la dépense publique, là, il peut y arriver. Xavier Alberti, quel est votre regard un peu plus distancé? Parce que certains disent qu'il faut qu'il élargisse sa base, c'est tout à fait normal après une primaire, en gardant ce programme. Mais dites-nous, cette France périphérique, comme on l'appelle, comme l'appelle surtout le géographe Christophe Guilly, elle honnie la mondialisation, elle est délaissée. C'est pas qu'elle se sent, elle est délaissée, donc tentée davantage par le Front National. Est-ce qu'elle peut se retourner aujourd'hui, faire le programme de François Fillon? Je crois que François Fillon, il a réussi à rentrer en résonance avec l'électorat de son camp, ce qui est déjà pas mal. Et ce qui est assez singulier, c'est que tous les défauts dont on l'a fublé par le passé sont devenus des qualités. Et je pense que c'est d'abord un vote d'adhésion à un homme, à un parcours, peut-être à une austérité, mais aussi à une sincérité et à une probité qui n'est entachée d'aucun soupçon. Et pour le coup, je pense que ça a tranché avec un certain nombre de ses concurrents. Derrière, je pense que personne n'a lu son programme, très clairement, et je pense d'ailleurs qu'en règle générale, l'électorat lit peu les programmes, les lit. Hein, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas entendu les idées forces, mais ils ne le lisent pas. Et je pense d'ailleurs que la pire chose qui puisse lui arriver, c'est qu'on lise son programme. Parce que globalement, ce que veut faire François Fillon, c'est en 18 mois ce qu'on n'a pas été capable de faire en 30 ans. Exactement. Oui. Or, je ne suis pas certain que ce qu'on n'a pas été capable de faire il y a 30 ans soit toujours d'actualité aujourd'hui. Ça le renvoie par ailleurs à une problématique qui est celle de quelqu'un qui a été 5 fois ministre et 5 ans Premier ministre. Que diable ne l'a-t-il fait avant? Et enfin, je pense qu'effectivement, c'est assez brutal et ça n'aura pas de résonance auprès de l'électorat dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'électorat qui vit avec moins de 1 000 € par mois, qui vit avec 11,2 millions de Français qui vivent avec moins de 10 € par mois quand ils ont payé leur charge mensuelle. 10 €. Je pense que les sujets qu'aborde François Fillon sont des sujets qui tendent à nourrir une machine qui dysfonctionne, que son logiciel est totalement daté et périmé, et qu'il ne sera pas en résonance avec une grande partie de l'opinion. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas élu. Hein. On a vu sur d'autres élections qu'on pouvait être mal élu. Peut-être le sera-t-il, mais je pense que ça ne sera pas forcément pour le bien de ce pays.
Quel réquisitoire, Éric Fotorino, alors que certains décrivent au contraire presque une mue culturelle. C'est-à-dire que ceux qui sont allés voter ont compris qu'il était temps pour la France d'engager toutes ces réformes qui n'ont pas été entreprises en 18 ans ou plus. Oui, mais ce que dit Xavier, enfin, c'est quand même, ça touche une corde un peu sensible. C'est-à-dire qu'on est dans une pré-présidentielle. On est dans une primaire dont on nous dit qu'elle est déjà la présidentielle, puisque celui qui gagne la primaire est peut-être le futur président de la République. Donc l'enjeu est évidemment très fort. Maintenant, comment arrive-t-on à faire que quelqu'un qui en effet a été 5 ans Premier ministre de Nicolas Sarkozy, qui a eu des postes ministériels importants par le passé, qui a été séguiniste, qui a été baladurien, qui a été sarkozyste, qui maintenant est filloniste, quelle crédibilité il peut avoir effectivement sur tout ce qu'il veut faire dans ce programme? Apparemment, moi, j'ai pas il l'a lu eu le avec programme une en force entier, j'ai lu quand même les grandes lignes. dimanche dernier. Mais vous savez, Margaret Thatcher, auquel on le compare, enfin, Encore en tout cas, oui. disait je ne sais pas ce que veut dire l'argent public, il n'y a que l'argent des contribuables. Et ça, c'est une phrase très forte parce que ça voulait dire effectivement que le choc libéral de Maggie Thatcher, c'était de dire I want my money back quand elle parlait à l'Europe, et elle disait il faut casser les syndicats. Lui, il ne dit pas qu'il faut casser les syndicats, mais enfin, dans son programme, on comprend que les élections professionnelles ne seront plus les mêmes. Il va casser le monopole syndical pour l'élection. Il ne va plus choisir la loi comme pour régler le temps de travail, etc. Donc, effectivement, s'il devient président de la République, c'est évidemment des réformes qu'on n'a pas vues depuis des années. Mais qu'est-ce que ça veut dire en creux aussi? Ça veut dire qu'en gros, depuis Jacques Chirac, réélu en 2002 à 80%, cette droite-là n'a rien fait. Et il n'y a pas eu d'union nationale, il n'y a pas eu toutes les réformes qu'on aurait pu faire à partir de 2002. On est aujourd'hui en 2016, bientôt 2017. Et effectivement, il y a de façon presque, là, comme je dis, en creux chez Fillon, l'idée qu'il va rattraper ce temps perdu. Et c'est ça, je crois, qui plaît beaucoup. Fait référence à votre livre, car oui, effectivement. François Hollande, le président du temps perdu. Mais qui va le rattraper, non pas dans une vision proustienne, mais simplement de dire voilà ce qu'on n'a pas fait. Vous vous souvenez, Sarkozy disait le roi feignant. Lui va le faire. Moi, je ne comprends pas pourquoi on s'efforce en permanence d'opposer le peuple et les autres. Je ne vois pas bien ce que ça veut dire. Il y a des Français qui souffrent. Tout le monde en est bien content. On est bien conscient, pardon, excusez-moi. Et les socialistes n'ont cessé de s'efforcer de les aider, si vous voulez. Et même, on peut même dire que même la droite, depuis toujours, essaye toujours de faire des efforts. On a quand même, si vous voulez, une protection sociale en France qui est la plus chère de toute l'Europe, si vous voulez. On n'oublie pas les personnes qui souffrent. Mais pourquoi dire constamment, par exemple, à propos de François Fillon, ce sont uniquement les gens aisés, les possédants, les retraités qui sont à l'aise, qui sont tranquilles, une certaine bourgeoisie. Est-ce que c'est le cas? Apparemment, c'est la sociologie de ce vote. C'était l'électorat de la primaire. Plus âgé, plus diplômé, pas totalement. C'est pas vrai. Si vous regardez, mais non, mais ça dépend où est-ce. On a bien regardé. Oui. Ce que vous considérez comme et les classes moyennes dans tout ça, elles sont le peuple. Les classes moyennes, une vraie question. Font partie du peuple ou pas? Non, mais attendez, c'est une vraie question. Beaucoup contestent ce découpage. Si vous prenez des jeunes couples de province qui ont 3 ou 4 000 euros par mois en travaillant à deux et qui vivent dans des petites villes de province bien, où les établissements scolaires sont en bon état, où ça fonctionne de manière tout à fait normale. Ils sont où ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Si vous voulez, c'est le peuple ou c'est les élites? Ce sont des gens qui n'attendent pas énormément de l'État, mais au contraire qui espèrent qu'on va leur permettre d'avoir peut-être un peu moins d'impôts, de pouvoir progresser dans la société. Et ces gens-là, si vous voulez, c'est quand même la majorité des Français. La majorité des Français, c'est pas ceux qui vous dites qui ont 10 euros par mois. Moi, je pense que c'est plutôt par jour. Parce qu'il y a des gens à qui il reste... tout payé. Une fois qu'ils ont payé leur charge sociale, il reste à 11,2 millions de Français 10 euros par mois pour vivre. Une fois qu'ils ont payé leur charge, donc leur loyer. J'entends bien, c'est-à-dire ils vont au resto du cœur pour se nourrir. Non, ça, vous voulez dire? Ils ont payé leur charge, il leur reste 10 euros pour vivre par mois. Ils font, Hélène, en l'occurrence, ils font pas quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande majorité. Ils se nourrissent ou pas? Non, mais bien sûr qu'ils se nourrissent. Avec 10 euros par mois? Dans ce pays, on se nourrit mal, mais on se nourrit. Avec 10 euros par mois? Mais bien sûr, ils le font en l'occurrence. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais on peut jeter une précision parce que c'est vrai qu'il y a toujours, il y a d'ailleurs un débat, Karl Meus, sur ce que c'est cette France périphérique. Peut-être une précision. On parle là de catégories populaires qui sont confrontées à une double insécurité sociale, mais aussi culturelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont tiré aucun bénéfice de la mondialisation qui est portée et incarnée par François Fillon, qu'on le veuille ou pas. François Fillon, non, c'est pas un apôtre de la mondialisation, heureuse. Je dirais que dans, c'est pas non plus le représentant de la démondialisation. Non, mais dans la présidentielle, c'est pas lui qui va l'incarner le plus. Je pense que c'est plutôt Emmanuel Macron qui est sur ce créneau-là. Voilà, exactement. Et qu'au fond, lui a cette chance-là, puisqu'Emmanuel Macron est sur ce créneau, il peut en avoir un autre.
justement d'essayer de convaincre. François Fillon, c'est quelqu'un qui observe beaucoup tout ce qui s'est passé. Il était en 2007 dans la campagne avec Nicolas Sarkozy. Il a vu comment Nicolas Sarkozy a récupéré une partie des classes populaires et notamment une partie des électeurs qui étaient partis au Front National. Avec Jean-Marie Le Pen, il a réussi à siphonner ces électeurs-là tout en parlant aussi à un électorat de centre, voire de centre-gauche. Vous vous souvenez de ces fameux appels à Jaurès. Donc l'équation pour François Fillon, c'est exactement la même. En 2017, il faut qu'il refasse cette campagne gagnante en ayant les deux bouts, peut-être en allant moins loin sur la gauche, parce que ça, il y avait peut-être que Nicolas Sarkozy qui arrivait à le faire à cette période-là. En plus, c'était face à Ségolène Royal qui avait troublé une partie de l'électorat socialiste, donc il y avait un espace là qu'il pouvait prendre. Mais voilà, François Fillon, il peut réussir cette équation-là. Est-ce que vous avez vu les derniers sondages? Il y a eu des sondages aujourd'hui avec le premier tour de la présidentielle et François Fillon arrive devant Marine Le Pen à chaque fois, quelle que soit la configuration qui est testée, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire déjà, si vous voulez, qu'il y a peut-être une petite part, quelques... Mais, oui, mais enfin du Front National qui va être tenté d'aller vers François Fillon. Mais si on prend un exemple précis, par exemple, Hélène Pilsudski et Éric Fotorino, est-ce qu'il doit amender son projet, notamment sur le volet santé? Attendez, il y a des crispations sur un point précis, la sécurité sociale. Est-ce que sur ce point-là, quand même, qui peut... C'est-à-dire que inquiète. La santé, évidemment, le fait qu'une partie des remboursements tomberait et qu'il faudrait souscrire des mutuelles et d'autres assurances complémentaires, le fait qu'on passerait aussi, par ailleurs, à des retraites, une partie par capitalisation, c'est quand même des choses qui sont assez nouvelles. Même, c'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais enfin, s'il applique ça... Je ne sais pas si on peut dire qu'on change du modèle français, que l'État-providence, dont on a vu quand même son affaiblissement ces dernières années, malgré tout, serait remis en cause. Mais je pense que de toute façon, forcément, dès lors qu'il a rassemblé la droite, en tout cas une grande partie, que maintenant il est candidat à la présidentielle, il va devoir à un moment donné recentrer un peu son programme sans le dire ou sans trop le montrer. Parce qu'effectivement, si ça devient mou, comme on disait de Juppé que c'était un programme mou, ça ira pas non plus. Il faut qu'il garde de la dureté, de la radicalité dans son programme, tout en faisant des aménagements forcément. Oui, je vais prendre un exemple qui ne vaut pas par les personnalités. Mais Trump, c'est exactement ce qui a failli se passer quand il a été désigné par la primaire. Non, mais vous avez... Parce qu'il nous écoute ce soir, c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire que ce n'était pas les mêmes personnalités, mais c'est la même stratégie de campagne. Il gagne la primaire, et tout de suite après, tout le monde se dit, il va mettre de l'eau dans son vin. Ses conseillers lui disent, maintenant, il faut surtout ne plus dire tout ce que tu disais. Et il a fait exactement l'inverse de ce que lui conseillaient ses amis, et il a continué sur sa campagne. Et c'est ça qui le fait gagner. Et François Fillon, aujourd'hui, je suis d'accord, il va forcément amender, mais il ne faut pas qu'il le dise. Il faut qu'il continue à dire, il a gagné sur 3 mots la primaire. Son livre, Faire, très simple. Je vais dire la vérité, sous-entendu les autres, et la liberté. Je suis libre. D'accord, mais attendez, en attendant... Il parle de victoire idéologique. Xavier Alberti, il a quand même des adversaires. Il faut faire attention, il n'est pas déjà le président en 2007. Marine Le Pen a été surprise, comme tout le monde, comme les autres adversaires, et nous tous, par le surgissement de François Fillon. Mais depuis, elle a trouvé ou elle a rodé ses arguments et elle martèle son angle d'attaque. François Fillon, c'est le candidat de la casse sociale. Est-ce que pour... alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler la France périphérique, mais pour les catégories les plus fragiles, on va dire, est-ce que cet argument, il peut infuser? En tout cas, il est évident qu'il ne parle pas du tout au même électorat. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a aujourd'hui un discours économique et social qui est beaucoup plus ancré à gauche, évidemment, que son positionnement sur l'échiquier politique français, alors que Fillon, il a pris un ancrage qui est un ancrage libéral, clair et net. Finalement, Fillon ressemble beaucoup plus au Front National des années 80 que Marine Le Pen n'y ressemble de son côté. Donc la réalité, c'est qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes credos économiques en tant que tels, et qui vont effectivement, d'un côté, plutôt prôner la mondialisation et les bienfaits de la mondialisation, même si il ne le fera pas de façon aussi claire, je suis d'accord. Et de l'autre côté, la démondialisation, la sortie de l'Europe, tout ce qui va confiner à ce qu'est le discours du Front National. La réalité, c'est que à un moment donné, François Fillon va quand même se retrouver dans une situation où il va falloir qu'il soit capable d'aller chercher au centre. Et on voit bien depuis dimanche soir que c'est une de ses difficultés. Ça ne va pas être de capter l'électorat catholique. Celui-là, il l'a capté assez facilement. C'est d'ailleurs probablement la base la plus solide des 2,5 millions de gens qui sont portés sur lui dimanche. Mais c'est d'aller chercher au centre, et ça va être beaucoup plus compliqué. Or,
sa qualification, elle tient aussi à sa capacité de s'ouvrir et d'aller chercher le centre, les sociodémocrates, etc. Oui, je voudrais ajouter sur cette France périphérique, il faut quand même qu'on parle d'une chose, c'est que c'est celle qui s'abstient. C'est-à-dire, c'est pas celle qui va même voter au premier tour de la présidentielle ou au deuxième tour de la présidentielle. Elle ne va pas voter. Donc, c'est des gens qui considèrent que... Même si elle pense que pour 2017, ça peut être majeur, il peut y avoir un basculement. Non, ce que je veux dire, c'est que les études, quand on parle bien sûr de Christophe Guilly, mais aussi d'Hervé Lebras, qui a beaucoup étudié ça, ou de Nona Mayer sur le Front National au CEVIPOF, à Sciences Po, ils montrent bien que ce qu'il appelle les inaudibles, ce sont des gens qui, effectivement, non seulement ne vont pas voter dans les primaires, mais ne vont pas voter du tout. Ils sont hors du système. Et c'est pour ça qu'un des enjeux, probablement, pour les candidats, quels qu'ils soient, c'est de faire voter des gens qui ne votent pas. Et en effet, c'est leur déclassement social, ils l'intègrent par le fait que, de toute façon, même Marine Le Pen, ils ne votent pas pour elle. Donc, je crois que c'est là qu'il faut faire attention en disant, ils n'ont pas voté à la primaire, donc il faut aller les conquérir. Oui, mais ça, c'est un problème qui ne se pose pas seulement à François Fillon. Les candidats veulent les conquérir. Voilà, et personne ne leur parle. Personne ne leur parle. Si on regarde quand même la séquence programmatique de la primaire de la droite, personne n'a parlé de pouvoir d'achat. Personne. Tout le monde a parlé de c'est la crise, il va falloir serrer la ceinture, il va falloir travailler plus, il va falloir gagner moins, il va falloir revoir notre système de santé parce qu'il coûte trop cher, il va falloir se tourner vers les mutuelles privées. Enfin, je veux dire, personne ne s'est emparé aujourd'hui du fait que cette société, plutôt que de coups de pied aux fesses, elle a besoin d'un nouveau contrat social, elle a besoin d'un nouveau partage des richesses, parce qu'on n'a jamais autant fabriqué de richesses dans nos sociétés. Je ne parle pas que de la France. Alors, on l'a toujours aussi peu partagé. Oui, bien sûr, on l'a réparti de façon totalement dingue. C'est Ubu et Kafka réunis. Il faut un nouveau partage. Il faut que un ou plusieurs candidats s'emparent du sujet qui va, à un moment donné, permettre à un certain nombre, et je parle des classes moyennes, parce que ceux qui seront sacrifiés sur l'autel de la politique de fait des efforts, ce sont les classes moyennes. Ceux qui perdront... Et elles continuent, et elles deviennent... Et on crée le précariat. Oui, mais on crée le précariat. Si on est en train de tuer les classes moyennes, il faut relire Gulli là-dessus, on est en train de tuer les classes moyennes, de fabriquer un précariat qui travaille, mais qui est pauvre. Le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut travailler 35, 37 ou 40 heures. Le sujet, c'est qu'on ne devrait pas travailler 40 heures et être pauvre. Et aujourd'hui, on peut travailler 37 ou 40 heures et être pauvre. Mais vous ne pouvez pas faire le procès à François Fillon d'entrer dans cette logique-là et de vouloir la conforter. Je ne crois pas que ce soit ça son discours. Je fais le procès à quelqu'un qui a été au pouvoir depuis 40 ans, qui a voté toutes les lois qui existent dans ce pays, qui a été Premier ministre, qui a été 5 fois ministre et qui vient nous expliquer aujourd'hui la bouche en cœur. C'est lui qui va au combat tout seul aujourd'hui. Il propose un choc qui est un choc effectivement libéral, mais il ne faut pas oublier les origines de François Fillon. C'est quand même un séguiniste, c'était quand même une droite sociale. Il reste plus grand-chose du séguinisme. Lui, il pense qu'il faut un choc libéral. Il pense qu'il faut un choc libéral à la France pour se débarrasser de cette dette énorme qui est un poids important pour les générations futures aussi, et qui pense que si on libère le travail, si on donne un peu plus, si on donne du souffle, toutes les thèses libérales, moins d'impôts, moins de charges sociales. Vous dites qu'on ne partage pas les richesses, mais dans un pays où sur un PIB de un peu plus de 2000 milliards d'euros, vous avez plus de 1200 milliards de dépenses publiques en France. Donc une PIB, c'est partagé quand même. 2100 milliards de dettes publiques. Donc il faut pas, si vous voulez, il y a 14 milliards de RSA en France. Il y a de l'argent qui est donné aux gens qui sont en difficulté et c'est bien normal. Mais François Fillon n'a jamais été quelqu'un qui a fustigé ce type de dépenses. Il a dit simplement qu'il fallait serrer les boulons à certains endroits et il n'a jamais dit qu'il ne fallait cesser d'aider les gens qui étaient en difficulté. C'est un procès d'intention. C'est pas un procès d'intention, c'est un procès de la réalité du bilan de cette classe politique. Il pense que ceux qui peuvent travailler au moment où ils sont rentables. Vous avez des générations de 40 ans, etc., de leur demander un effort, de travailler 2 heures de plus par semaine, etc., pour relancer la machine française, et de façon à ce que ça profite à tous. C'est la thèse de droite classique, où on considère qu'il faut libérer les énergies pour en redonner Le programme de Fillon, c'est le choc fiscal de 1990 en 2016. Ça ne marchera pas. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable entre 1990 et 2016, c'est que le monde a changé. Le monde a changé. Nos économies ont changé. L'horizontalisation de l'économie fait que
plus rien ne ressemble à ce qui existait en 1990. Et on a des gens qui se pointent, qui étaient là d'ailleurs en 1990 et qui nous expliquent, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais faire maintenant ce qu'on n'a pas fait il y a 30 ans. Ça ne marchera pas parce que installer Windows 95, parce que ça n'a jamais marché. Parce que jusqu'à présent, ces gens-là nous ont démontré par les faits, ça marche mieux dans les autres pays que chez nous. Par les faits que ça ne marche, qu'il n'y arrive pas. C'est le temps de votre match à vous. Je ne sais pas si on fera le match. Une question, parce que ce que vous dites, ça se rejoint évidemment, le monde a changé. Il a changé, Éric Fotorino, avec la venue de Donald Trump, avec également ce qui se passe au Brexit. Voilà ce que l'on appelle la démondialisation. Moi, je pense qu'elle a commencé déjà bien avant. Mais est-ce que vous êtes d'accord que ce sujet de la démondialisation, il peut peut-être arriver en France? Oui, enfin, vous savez, c'est encore un mot dont on s'entiche en ce moment. On parle de la démondialisation comme on a parlé pendant des années de la mondialisation. On parlait que de ça et maintenant on démondialise. Bon, la mode, c'est ce qui se démode, comme disait Coco Chanel. Et je pense qu'on met derrière ce mot-là plein de choses et qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Je pense qu'effectivement, si on regarde un peu l'échiquier mondial, on va commencer l'année 2017 avec un Poutine qui est tout puissant et on a l'impression qu'il réalise tout ce qu'il a envie de voir se réaliser autour de lui et même un peu plus loin. On va avoir un Donald Trump qui en effet est un jacksonien. Vous savez, le président Jackson aux États-Unis, c'était quelqu'un qui n'était pas, qui était assez protectionniste, un peu isolationniste. C'était pas quelqu'un qui allait porter la guerre ailleurs et qui voulait avoir la paix chez lui. Bon, c'est quelqu'un de très américain. Donc effectivement, on peut se dire les grandes puissances sont dans une approche de démondialisation ou politique ou économique ou que sais-je. Mais quand même, la réalité, c'est que notre économie, elle est mondiale, elle est mondialisée pour encore très longtemps. Et je pense que toutes les technologies que l'homme invente aujourd'hui, elles sont toujours dans le sens d'une mondialisation encore plus forte. Donc je ne vois pas tellement... Alors j'ai vu que Manuel Valls avait fait un papier dans les Échos pour dire, voilà, la démondialisation, etc. Je ne vois plus très bien les points de repère, d'ailleurs y compris à gauche, entre Manuel Valls, Montebourg, sur tout ça. Je ne suis pas sûr qu'on clarifie le débat en disant qu'on est en train de démondialiser. Je ne suis pas sûr. On peut réguler. On peut réguler, oui. On peut avoir une Europe qui protège ses États membres plutôt que de laisser faire en permanence. On est face à deux blocs économiques et commerciaux. Eric, on est face à deux blocs économiques et commerciaux, la Chine et les États-Unis, qui font ça très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont des frontières extérieures qui leur servent à un moment donné à réguler les entrées, les sorties, essayer d'aller investir en Chine librement. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Alors qu'un Chinois peut arriver en France et sur la quasi-totalité du territoire européen et y faire à peu près ce qu'il a envie d'y faire. Donc le sujet, c'est d'avoir une Europe qui protège et qui nous protège de la mondialisation sauvage, pas de la mondialisation. On est d'accord que cette planète aujourd'hui est globale. À l'heure de la globalisation et de Google, il n'y a plus de frontières. Oui, c'est pour ça que je trouve que le mot est abusif. Je suis d'accord avec vous. Mais on peut réguler les échanges, on peut réguler les pratiques, on peut se protéger de la même manière que face à nous, les deux autres grands blocs commerciaux le font. Voilà, donc pas démondialisation, mais régulation. Et d'ailleurs, ce débat, il est posé en France depuis très longtemps. Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, quelle est la marge par rapport à ça, cet objectif qui paraît justifié, mais quelle est la marge du futur président de la République française? Comment peut-il s'y prendre si vous dites qu'il veut protéger, donc il veut influer sur l'Europe pour qu'elle se fasse plus protectrice des pays membres, des populations des pays membres. Pour que l'Europe protège, il faut qu'elle ait une âme politique. Il faut qu'elle ait un esprit politique. Il faut qu'elle ait un fondement politique. Je ne vois pas le lien avec le programme de François Fillon et le débat. Dit très peu de choses sur le sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe, effectivement. Ça serait bien qu'ils nous en disent un tout petit peu plus. Et surtout qu'elle peut tout faire. La France en Europe peut tout faire dès lors qu'elle le fait avec Berlin et qu'elle décide à un moment donné de redonner à l'Europe ou de reconstruire l'Europe sur ses pieds, c'est-à-dire plutôt par l'aspect politique, en lui donnant une vision politique plutôt que par le libre-échange qui nous a amené là où on est. Les candidats présenteront leurs projets, y compris évidemment l'Europe reste un sujet majeur. Je voudrais revenir sur la sociologie électorale parce que tout à l'heure, c'est très juste, c'est un vrai débat. Vous avez contesté la France périphérique. Il y a eu Carl Meis tout au long de cette campagne. On a parlé d'un vote, vous avez contesté le concept. On a parlé d'un vote catholique. Certains ont même parlé d'un vote musulman qui allait favoriser Alain Juppé. On a vu le résultat, etc. Maintenant, on parle d'une France périphérique. Est-ce qu'on peut faire comme ça une géographie de classe, une géographie de religion, comme si c'était un bloc monolithique qui allait voter comme ça, comme des moutons, et appuyer juste sur un bouton? Non, c'est plus complexe. Au sein même de chaque bloc, comme vous le dites, il y a plusieurs au sein de l'électorat catholique. L'habileté de François Fillon, c'est qu'il a parlé à l'électorat catholique dans son ensemble. Il a, dès le début de la campagne, en septembre, passé un accord avec Sens Commun qui lui permettait de récupérer tout un électorat catholique qui était celui de la Manif pour tous.
C'était pas gagné au départ. Il y aurait pu y avoir un autre candidat qui était totalement légitime parce que pour le coup, lui avait manifesté, alors que François Fillon n'avait pas manifesté au moment des grands rassemblements. C'était Jean-Frédéric Poisson, par exemple. Donc là, il avait cet électorat-là. C'était important parce que c'est un électorat très structuré qui a pu démultiplier sa campagne. Voilà. Mais ensuite, il a parlé à la fin de la campagne à un autre électorat catholique, à l'autre partie, celle qui n'était pas forcément mobilisée au Manif pour tous, en parlant des chrétiens d'Orient. Et c'était très habile, parce qu'au fond, c'était une manière de leur dire, voyez, on le sait, il est catholique, il se revendique pratiquant, il va souvent à l'abbaye de Solesmes, mais sans avoir à répéter ça, en parlant de ce qu'il a fait pour les chrétiens d'Orient, en disant qu'il y était allé, en écrivant... C'est vrai qu'il est constant sur ce sujet, parce que c'est l'un des seuls qui en parle depuis des mois. Et donc c'était une manière que j'ai trouvée habile de s'adresser à cet électorat-là et de le faire venir, peut-être pas sur son programme, mais en tout cas sur ses valeurs. Et c'est aussi, ça compte dans une élection. Ça répond quand même à une crainte d'une partie de la population. Alors je ne sais pas exactement laquelle, puisqu'on la découpe maintenant, si c'est la France périphérique ou une autre, mais cette crainte d'islamisation de la société chez des gens assez modestes, si vous voulez, même des chrétiens, il y a des chrétiens... modestes, catholiques modestes, si vous voulez, ils ne sont pas tous à Neuilly. C'est pour ça que je trouve que c'est assez partagé, son électorat. Parce que, bon, il y en a qui viennent de Neuilly, évidemment, mais il y en a qui viennent d'ailleurs aussi, si vous voulez. Et cette crainte de dire, vous savez, de dire, nous, on n'ose plus parler, on sent que la préoccupation religieuse aujourd'hui dans le pays, c'est quelle place pour l'islam, ils entendent parler de ça, bon, parce que c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui, donc bon, chacun tente d'y apporter une réponse. L'islamisme, oui. Oui, ou la question religieuse. La préoccupation de l'installation de la religion islamique en France, si vous voulez. Bon, ça, c'était une vraie question. Et c'est vrai que les catholiques, jusqu'à présent, ont été un peu mis sous le boisseau, n'osaient plus tellement parler, ça faisait ringard, ça faisait pas d'actualité dans la société. Il a été en Ils écho se sont avec manifestés tout d'un coup avec les excès que l'on sait pour la manif pour tous, à sortir dans la rue avec les poussettes des enfants sur les Champs-Élysées. Enfin bon, il y a eu une poussée. Puis après, de nouveau, le silence. Et tout d'un coup, ils se sont dit, voilà quelqu'un qui nous donne la parole. Et ça, c'était très habile. Effectivement, très habile. On va conclure. Voilà. Éric Fotorino et Xavier Albertine. Oui, non, juste pour dire que quand on repense au film qu'on a vu ces derniers jours, Alain Juppé s'était choisi comme rival Nicolas Sarkozy. Et quand il s'est trouvé face à François Fillon sur la question de la religion, sur la question de l'avortement, on a bien vu qu'il essayait de trouver des failles, mais que ça portait pas parce que c'était pas suffisant. Il a caricaturé quasiment les positions de Fillon. Alors non pas que Fillon soit un grand progressiste de ce point de vue-là, mais je pense que Fillon ne va pas tout remettre en cause de ce qu'a été justement le mariage pour tous, etc. Le fait de dire je vais pas être contre l'adoption plénière des couples homosexuels, d'accord, mais c'était pas une révolution non plus. Et je crois qu'on a été un peu sur la caricature de Fillon sur ces terrains-là. Conclusion, Xavier Alberti. Oui, juste pour revenir sur le point, c'est-à-dire la France périphérique. Le sujet de la France périphérique et de ce vote périphérique, c'est pas seulement le vote populaire, c'est le vote de ceux qui ne sont plus dans le centre, mais qui sont dans les périphéries. C'est-à-dire la ruralité, les déserts ruraux, les gens qui ne sont même plus dans le scope de ce qu'on regarde. Ils ne nous écoutent plus parce qu'on ne les voit plus. Ils sont invisibles. Cette fracture territoriale, elle est dans l'éducation, elle est évidemment dans le revenu, elle est dans le taux de chômage. Bien sûr, il n'y a aucune perspective d'avenir dans ces zones-là. Il n'y a pas d'emploi possible. Et encore une fois, ce qu'elle appelle, ce n'est pas de la brutalité. Ce qu'elle appelle, c'est un nouveau contrat social et c'est un nouveau partage. En tous les cas, merci pour ce débat et merci pour vos analyses. À suivre dans notre émission, eh bien, c'est un duel événement ce soir sur Public Sénat avec la confrontation des deux finalistes au bâtonnat de Paris. L'un des deux candidats occupera ce poste après avoir été élu par les quelques 25 000 avocats parisiens. Alors les questions de justice, l'avenir de cette institution, le rapport aussi avec les citoyens, tous ces sujets seront au cœur de ce match des idées spéciales et c'est juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite. Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France et candidat à l'élection présidentielle, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Ils diront que je suis trop dur ou trop mou. À gauche, au centre, ou nulle part, étatiste ou hyperlibéral, gaulliste ou atlantiste, que sais-je encore, tout cela, je vous l'assure, me laissera serein et conforté dans mon projet.
Juppé, chronique d'un favori dans la primaire, samedi à 22h sur Public Sénat. On est en train de fabriquer le coulommiers pour lequel, monsieur le sénateur, il est demandé une appellation d'origine. Rien ne vaut un légume de pleine terre cueilli à l'instant. On ne pensait pas que l'Île-de-France pouvait faire de la lentille. Il paraît qu'elle est très bonne. Et puis le sénateur m'en parle depuis tellement de temps. Le sénateur et les lentilles, c'est pas incompatible. Manger, c'est voter, jeudi à 19h sur Public Sénat. Voilà, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est un poste important, un rôle clé, le bâtonnier de Paris. Les quelques 30 000 avocats parisiens sont appelés à élire leur futur bâtonnier. 2 finalistes sont en lice et leur confrontation a lieu ce soir sur Public Sénat. Nous allons parler de questions importantes qui nous concernent tous, des questions de justice, du rapport avec le citoyen, de la justice de demain, l'avenir. Et je vous présente pour cela les 2 candidats finalistes. Alors il va y avoir un autre 2 tours. Le second tour, c'est jeudi 1er décembre. Et tout à l'heure a déjà eu lieu le premier tour qui vous a désigné en tête, je crois, une courte avance. C'est cela, Olivier Cousy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et je vais rappeler que vous faites équipe avec Nathalie Roré, parce qu'il y a des binômes. Face à vous, c'est l'autre finaliste. Bonsoir Marie-Aimée Perron et bienvenue à vous. Merci. Et votre binôme, c'est Basile Adair. Alors d'abord, peut-être pour rappeler aux téléspectateurs quel est le rôle et la responsabilité de ce bâtonnier de Paris, on va voir qu'il est à la fois le porte-parole et le patron des avocats parisiens. Il est aussi l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Son portrait par Samia Dechir. Il reste 2 jours avant de connaître le nom du successeur de Frédéric Sicard, l'actuel bâtonnier de Paris. Jeudi, les 25 000 avocats du tribunal de grande instance parisien seront appelés aux urnes pour un 2e tour de scrutin qui désignera leur nouveau porte-parole. Depuis le 19e siècle, plus de 100 bâtonniers de Paris se sont succédés, mais parmi eux, seulement 2 femmes, Dominique de la Garandrie en 1998, puis Christiane Ferralschul en 2010. Élu pour 2 ans au scrutin majoritaire, le bâtonnier de Paris joue un rôle central auprès de la profession qu'il représente. C'est lui qui veille au respect de la déontologie professionnelle. Il est aussi le premier interlocuteur des avocats auprès des pouvoirs publics. Une position de poids à un moment où la profession s'interroge sur son avenir. Le futur bâtonnier de Paris prendra ses fonctions le 1er janvier 2017. Celle qui est... Voilà, et justement, on va parler du rôle, de la responsabilité du bâtonnier de Paris avec vous deux finalistes donc à ce poste. D'abord peut-être les questions d'actualité. On va commencer par vous, Olivier Cousy. Il y a ce procès, ce verdict qui a suscité, et c'est bien normal, énormément d'émotions. Celui qui a été rendu le 25 novembre dernier dans le procès de la mort de la petite Fiona. La mère de la fillette et son ancien compagnon, je le rappelle, ont été respectivement condamnés à 5 ans de prison pour la mère et 20 ans de prison pour le compagnon. Alors, le parquet va faire appel. Ce qui a choqué l'opinion publique, c'est le verdict pour la mère. Il y a évidemment l'émotion et puis il y a la justice. Mais vous, quel est votre regard sur cette terrible affaire, sur la justice dans cette terrible affaire ? Lorsque la justice se prononce, il faut comprendre le procès dans son détail. Il est très difficile de commenter une affaire qui a eu lieu. Et la vitesse à laquelle se propagent aujourd'hui les commentaires avec les réseaux sociaux est un peu dangereuse. Il y a un dossier, il y a une décision. Cette décision, il y aura peut-être un appel. Il me paraît très difficile de dire en direct ou de critiquer cette décision de justice. Quant aux réactions, elles sont évidemment normales et humaines. La justice est humaine. La justice correspond à des comportements. Quand ces comportements sont considérés comme odieux, il est normal que la réaction soit vive. On a rappelé que le parquet va faire appel. C'est un verdict qui a été donné contre l'avis de l'avocat général. Même question, quel est votre regard général, évidemment, Marie-Aimée Perron ? Oui, tout à fait. En premier lieu, il s'agit clairement d'un drame humain et on ne peut pas rester insensible à ce drame. Il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas, l'affaire, comme vous l'avez dit, fait l'objet d'un appel. Il n'appartient pas ni à un avocat, ni a fortiori à un candidat au bâtonnat de commenter une affaire en cours. Ce serait déplacé. Nous ne pouvons que le reprocher à certains avocats de le faire, donc a fortiori de ne pas le faire
Mais évidemment, on comprend tous l'émotion suscitée par cette affaire dont on va suivre l'évolution puisque le parquet a fait appel. L'autre actualité, c'est la convocation chez un juge antiterroriste de Salah Abdeslam, mis en examen pour assassinat terroriste. Et il est toujours muré, Olivier Cousy, dans le silence. On va se diriger vers un procès et on se pose malheureusement cette question terrible, terrible pour les familles de victimes. À quoi va servir ce procès? Le procès va servir à juger un homme et les faits qui lui sont reprochés. Cette personne est là encore impliquée dans une affaire terrible, une affaire qui est dramatique, qui terrorise beaucoup de gens, qui fait peur. Mais la défense de cette personne, c'est le devoir de notre société. Notre État de droit s'enorgueillit de défendre toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Mais on a l'impression, quelque part, Marie-Aimée Peyron, que l'institution judiciaire, j'allais dire, est presque démunie. Quand il a décidé de se murer dans le silence, d'ailleurs ses avocats, son avocat belge et l'avocat français ont décidé de laisser tomber. Tout à fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit au silence est un droit fondamental. On ne peut contraindre un accusé de s'auto-incriminer. C'est un principe de base. Il n'est pas possible. Alors, cela pose une vraie question, qui est la question de la vérité et de la vérité judiciaire. C'est-à-dire que, allons-nous enfin avoir accès à la vérité si Salah Abdeslam continue à se murer dans son silence? Effectivement, il y aura une vérité judiciaire. Puisqu'on parle de ce terrorisme et donc de la lutte contre le terrorisme, il y a tout un débat aujourd'hui, Olivier Cousy, sur la nécessité de maintenir l'état d'urgence avec aussi l'adaptation de l'arsenal judiciaire. Quel est votre regard par rapport à une menace très importante qui nous est opposée? Mon regard sur la manière dont l'état d'urgence est présenté et la manière dont il est traité est critique. C'est-à-dire? L'état d'urgence est un état d'exception. Qui dure? Qui aujourd'hui dure, n'est plus exceptionnel. Au nom de cet état d'urgence, on préconise notamment la mise en place de procédures qui seraient des procédures accélérées, avec des juges spécialisés. Le président du tribunal de grande instance vient récemment de faire une annonce pour dire qu'il y aurait des procédures spécifiques dans le cadre d'appel à la violence ou de consultation d'appel à la violence. Ces procédures spécifiques ne sont pas la norme et ces procédures spécifiques ne sont pas nécessaires lorsque la justice fonctionne correctement. Nous avons dans notre justice trop de procédures de comparution immédiate, trop de procédures qui sont des procédures trop rapides, dans lesquelles l'avocat n'a pas le temps d'exercer son rôle, qui est la défense des prévenus et de la défense aussi de l'état de droit. Certes, mais Marie-Aimée Peyron, est-ce que vous avez le même avis, j'allais dire, que le candidat, Olivier Cousy, parce que je rappelle que vous participez non pas à un concours, hein, c'est une élection avec quelques 30 000 avocats parisiens qui vont choisir à la fois vos deux personnalités, deux parcours également, et puis deux projets, deux visions peut-être aussi de la justice. Est-ce que vous partagez ce que dit Olivier Cousy, ce regard critique sur l'état d'urgence que beaucoup de Français acceptent aujourd'hui d'ailleurs? On se pose peu de questions, même si ça reste pour certains un sujet sensible. Oui, tout à fait. Mais je partage effectivement l'avis d'Olivier Cousy. L'état de droit, l'état d'urgence ne pourrait valablement se poursuivre ad vitam aeternam. Pourquoi? Nous avons des élections présidentielles prochainement. Nous ne sommes pas à l'abri d'être un jour entre les mains d'un État totalitaire et par conséquent, il convient impérativement de veiller à ce que cet état d'urgence, qui manifestement sur des droits fondamentaux que ne sont plus respectés, ne peut valablement se poursuivre. D'autant que malheureusement celui-ci a démontré qu'il n'empêche pas. Et c'est malheureusement l'attentat de Nice qui l'a démontré. Oui, mais il y a eu beaucoup d'attentats évités aussi. Mais ça, c'est peut-être une question plus sur, j'allais dire, la police antiterroriste. Mais vous avez la même position sur ce sujet-là. Vous mettez en avant, et c'est tout à fait légitime, Olivier Cousy, eh bien, le besoin, ce que vous dites, c'est-à-dire les droits fondamentaux. Mais les Français vont vous opposer le besoin et le droit à la sécurité. Est-ce que dans ces moments-là, le besoin et le droit à la sécurité n'est pas plus important que les droits fondamentaux? Est-ce que ce n'est pas le premier des droits fondamentaux? Le droit à la sécurité, je ne sais pas si c'est le premier des droits fondamentaux. En tout cas, ce n'est pas à l'avocat d'organiser la sécurité du pays. L'avocat, dans l'élection qui se présente avec nous, avec Nathalie Roret, qui est candidate pour le vice-bâtonnat, répond à des enjeux qui sont des enjeux de la profession, des enjeux importants en termes de précarité. Et nous avons un programme pour
permettre une assurance de perte de collaboration pour les collaborateurs qui seraient dans cette situation précaire. En termes de trésorerie et de gestion de nos cabinets, et le recouvrement des honoraires est un sujet important. Et puis, il y a l'organisation et le fonctionnement de l'ordre. Je voulais saluer et remercier les 2636 confrères qui m'ont accordé leur confiance, mais je voudrais surtout insister sur plus de 5500 électeurs, confrères, qui se sont placés dans un vote de contestation. Et je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on les comprenne. Ce vote de contestation, il correspond à une impression d'entre-soi. Cette impression d'entre-soi, elle doit être aujourd'hui considérée et nous avons le devoir de rassembler. Bien sûr, vous allez rassembler, alors, comme toute élection, après le second tour qui aura lieu jeudi 1er décembre. En attendant, Marie-Aimée Peyron, on va parler plus largement de la justice de demain, la justice aussi dans la perspective de la présidentielle. Si vous deviez définir les fondamentaux, si vous deviez résumer ce qu'il faut pour que la justice soit plus proche des citoyens, c'est l'un des thèmes que l'on retrouve dans tous les débats présidentiels ou de campagne. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on se sente aujourd'hui avec une justice plus humaine, tout simplement? Je dirais que le premier souci de la justice, il est avant tout financier et d'avoir un budget qui soit correct. Nous n'avons malheureusement qu'un budget qui est à hauteur de celui de la Moldavie, dans une Europe et où une justice doit être forte et proche de ses citoyens. Il appartient véritablement de donner les moyens à la justice, de donner les moyens aux magistrats, de donner les moyens aux avocats, de façon à être beaucoup plus proche du citoyen et surtout mieux communiquer avec le citoyen. Olivier Cousy, est-ce que ce n'est qu'une question de moyens financiers? Par exemple, pourquoi est-ce que de plus en plus de Français aujourd'hui se passent de vos services et vont sur les plateformes juridiques pour avoir des conseils, par exemple? La manière. C'est pas une profonde remise en cause. Si, la manière dont l'économie numérique arrive et propose des services qui sont des services en ligne nous interpelle et nous pousse à nous moderniser, nous pousse à nous former. Et là encore, dans notre projet avec Nathalie Roret, nous souhaitons que l'avocat devienne un avocat connecté, qu'il ait entre les mains un kit de l'avocat connecté qui lui permette d'utiliser les outils de la technologie, mais avec un barreau et un bâtonnier qui sera intransigeant sur une ligne rouge à ne pas dépasser, qui est le conseil juridique qui doit être réservé aux professions réglementées et pour ce qui nous concerne, aux avocats. Même question, Marie-Aimée Peyron, est-ce que ça vous inquiète justement c'est presque devenu, c'est pas une habitude, mais en tous les cas, il y a de plus en plus il est vrai, de citoyens, de Français, de justiciables qui se tournent vers cet avocat numérique, si on peut l'appeler ainsi. Bien sûr, mais c'est une excellente chose. Et je dirais qu'il appartient aux avocats de saisir ce virage du numérique et du développement numérique. Ils s'en inquiètent, les avocats? Ils s'en inquiètent, mais parce qu'il nous appartient de les accompagner. Nous avons dans notre programme la création d'un lab à l'école de formation du barreau, l'incubateur du barreau de Paris, d'aider les avocats à créer leur plateforme numérique. Le Conseil national des barreaux, on a déjà mis une en place. En revanche, nous devons veiller à ce que derrière ces plateformes numériques, ce soit les avocats, puisqu'il s'agit de prestations de conseil. Seul l'avocat est assuré à les règles déontologiques et surtout de responsabilité civile professionnelle. Ce qui n'est pas le cas de certaines plateformes numériques qui sont actuellement en ligne, qui font croire qu'on appelle un avocat, alors qu'en définitive, il ne s'agit que d'un numéro surtaxé. Nous appelons ça de l'escroquerie et des braconniers du droit qu'il appartient de poursuivre. Alors, il y a aussi le sujet fondamental, votre regard sur les juges. Olivier Cousy, il y a, je crois, 4 fois moins, dites-moi si je me trompe, de juges en France par rapport aux autres pays européens. Est-ce qu'il faudrait en recruter davantage? Et si oui, comment mieux les recruter, ou différemment peut-être? Ce qui nous préoccupe, c'est surtout la distance qu'il y a entre les magistrats et les personnes qu'ils jugent. Les magistrats sont formés dans une école, l'ENM, ils sont assez peu nombreux, le nombre de juges augmente, mais ce qui nous préoccupe, c'est la distance permanente qu'il y a entre la justice, le citoyen et les avocats. Donc, dans notre travail, nous avons pu rencontrer des magistrats avec lesquels nous avons échangé pour que justement cette justice présente une manière de juger, ou en tout cas de compréhension par le public plus simple, avec un travail de formation commune entre les avocats et les magistrats, pour que l'organisation de la justice soit perçue, comprise et surtout acceptée par les citoyens. Et pour cela, Marie-Aimée Peyron, est-ce qu'il faut aller, je crois que ça existe dans d'autres pays, vers des recrutements extérieurs, c'est-à-dire faire appel à des avocats ou des juges, par exemple des tribunaux de commerce? Est-ce qu'on peut, piocher dans ce vivier-là?
Nous avons d'excellents juges au tribunal de commerce qui sont parfaitement formés. Je pense que la question des relations entre les avocats et les magistrats relève essentiellement de la communication et de, là aussi, avoir des rendez-vous hebdomadaires entre nos chefs du bâtonnier avec nos chefs de juridiction et puis incontestablement avec le directeur de l'ENM, Monsieur Laurent, mettre en place des formations communes, auditeurs de justice, élèves avocats. Pourquoi? Parce que dès lors que nous sommes formés ensemble, nous nous connaissons mieux, nous avons déjà été ensemble sur les bancs de la faculté et il appartient de poursuivre encore et de façon à éviter une défiance qui est totalement inopportune. Ah, totalement. Oui. Vous êtes d'accord? C'est le mot que vous employez, défiance aujourd'hui, une part de défiance quand même. Je parlerais plutôt d'incompréhension. Une incompréhension simplement? Parce que les juges ne poursuivent pas le même objectif. Les juges poursuivent un objectif qui est tout à fait constitutionnel et institutionnel, de trouver une vérité judiciaire. Les avocats ne poursuivent pas le but de dire une vérité. Les avocats, ils défendent. Leur métier, c'est de défendre. Et lorsque les juges et les avocats sont de qualité, lorsque la défense et la recherche de la vérité sont de qualité, on arrive à un art de juger qui est tout à fait impressionnant. Lorsque les relations sont dégradées, lorsque le financement est dégradé, lorsque la place de l'avocat est contestée, lorsque son secret professionnel est attaqué en permanence, comme c'est le cas aujourd'hui, la justice devient dégradée et de mauvaise qualité. Eh bien, vous m'inspirez une question. Dans quelques instants, on va passer aux réformes que vous pourriez entreprendre si l'un de vous est élu bâtonnier de Paris. Et la question, Olivier Cousy, elle a trait à une actualité il n'y a pas si longtemps. Puis c'est une question parce que le bâtonnier de Paris a un rôle politique également. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode au cours duquel l'avocat de Nicolas Sarkozy a été mis sur écoute? On a vu que beaucoup d'avocats ont été choqués. Alors certains des citoyens disent que c'est peut-être injustifiable, intolérable qu'un avocat soit mis sur écoute. Et d'autres disent non, mais c'est une réaction corporatiste des avocats entre eux. Où est-ce que vous vous placez? Le secret, ce n'est pas le secret de l'avocat, c'est le secret du client. Le secret, c'est important pour un client d'avoir un confident. Et on a trop tendance à considérer que le secret cache des choses qui seraient malhonnêtes. Le secret, c'est votre droit. Vous avez une déontologie. Nous avons une déontologie. Le métier d'avocat, c'est cette déontologie. Depuis le XIIIe siècle, les avocats ont cette déontologie. S'il y a bien un métier qui est un métier de déontologie, de secret et de confiance, c'est le métier d'avocat. Une décision comme celle que vous citez vient porter atteinte à cette confiance publiquement dans des conditions qui sont aujourd'hui d'une restriction du secret professionnel de manière beaucoup trop précise. Même question, Marie-Aimée Perron, si ça devait se reproduire, vous défendriez les avocats en disant que c'est intolérable? Alors, de vous dire que la défense, ce n'est pas celle de l'avocat, c'est celle du justiciable, c'est celle du citoyen dans ces conversations téléphoniques avec un avocat. Qu'un avocat qui soit soupçonné d'avoir commis une infraction soit sur écoute n'a rien de choquant et nous ne le défendrons pas, au sens où nous ne l'interdirons pas. Nous le défendrons, mais nous ne l'interdirons pas dès lors qu'il a commis une infraction, ou il est soupçonné d'avoir commis une infraction. En revanche, de profiter d'une conversation téléphonique entre un client et son avocat pour ensuite venir utiliser les termes de cette conversation est inadmissible. Et d'ailleurs, avec Basile Adair, nous souhaitons mettre en place le système qui existe actuellement à New York, qui est que tous les numéros de téléphone des avocats sont recensés, sont enregistrés, et dès lors qu'un client appelle ou qu'un justiciable appelle son avocat, automatiquement, l'écoute cesse. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vais vous laisser tout simplement la parole en guise de conclusion. L'un de vous deux va succéder à Frédéric Sicard en tant que bâtonnier de Paris. Quel bâtonnier seriez-vous si vous deviez tracer votre profil? Olivier Cousy. D'abord, je serai un bâtonnier avec une vice-bâtonnière, Nathalie Roret, pour un projet qui est un projet collectif que nous avons élaboré ensemble, qui repose sur des réponses concrètes à des préoccupations des confrères. La première des préoccupations des confrères, c'est la transparence et les finances de l'ordre. Il y a par exemple cette situation qu'on appelle le bal du bâtonnier, auquel un certain nombre de personnes sont invitées et qui choque beaucoup dans la profession. Je crois que c'est normal que l'on donne des comptes, c'est normal que l'on justifie l'utilisation de cet argent qui est l'argent de nos confrères. Le deuxième point, c'est le rassemblement, c'est la possibilité que nous avons, avocats, de porter une parole forte. Et le troisième point, c'est surtout que les avocats sont des
professionnels libéraux, mais que les cabinets sont des entreprises. Et il faut donner à ces entreprises les moyens de se développer. Respectez le temps de parole. C'est à vous, Marie. Alors, nous, avec Basile Adair, nous souhaitons réunifier notre barreau qui est manifestement fracturé, comme le montre ce soir l'abstention et le vote de certains de nos confrères qui ont exprimé leur insatisfaction, voire leur défiance à l'égard de l'ordre. Dans cette période de bouleversement, Basile Adair, pénaliste, et moi-même, nous serons les défenseurs des défenseurs. Nous souhaitons également une voix unie pour toute notre profession, avec nos différentes institutions, avoir une profession qui soit forte, qui soit confraternelle. Nous souhaitons avoir un ordre qui soit exemplaire, économe et transparent. Eh bien voilà, oui, peut-être le dernier mot. Oh non, simplement que nous souhaitons tous ensemble être fiers d'être avocats. Eh bien voilà pour les deux profils, les deux candidats, les deux finalistes. Merci beaucoup, merci pour ce débat, cette confrontation si on peut dire. Donc le second tour aura lieu jeudi 1er décembre. Ce sont quelques 30 000 avocats parisiens qui sont appelés à élire l'un d'entre vous, monsieur le bâtonnier ou madame le bâtonnier. Nous le serons en tous les cas. Cette personnalité entrera en fonction à partir du 1er janvier 2018. Merci encore pour ce débat. On arrive à la fin de cette émission. Comme tous les mardis à suivre, ce sont les moments choisis de l'émission L'épreuve de vérité. Et l'invité de Michel Grossière ce soir, c'est Jacques Attali. Je vous retrouve demain avec plaisir.